de suite dit oui, parce que pour moi, il est important de rencontrer des responsables, des chefs d'entreprise. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'être parmi vous ici chez DS. D'ailleurs, j'étais là il y a peu de temps, il y a à peine une semaine, pour faire la révision de ma voiture. Voilà. Je ne dirai pas la marque de la voiture. Voilà. Très très heureuse d'être là ce soir pour échanger un petit peu avec vous. Et puis bravo et merci à Marie pour ce bel exposé sur l'IA. Moi, je l'utilise beaucoup aussi, ChatGPT, mais aussi le chat, qui est l'IA française européenne. Et je dis à mes collaborateurs, ne perdez pas de temps à utiliser l'intelligence artificielle, parce qu'il y a beaucoup de tâches qui sont répétitives, ou des résumés de textes à faire, qui se font en quelques secondes, alors que nous, il nous faudrait parfois plusieurs heures. Un petit mot sur le poste de questeur. Qu'est-ce que c'est questeur? C'est un mot qui vient du latin. En fait, c'est comme être maire, M-A-I-R-E, de l'Assemblée nationale. Nous sommes 3 questeurs. Pour la première fois depuis l'année dernière, 3 femmes. Voilà. Il n'y a pas la parité, j'ai envie de dire c'est très bien pour une fois que ça se passe comme ça. Et nous sommes depuis un peu plus d'1 an, et nous venons d'être renouvelés sans problème, 3 femmes questeurs de 3 partis politiques, de 3 groupes différents. Une questeur qui est socialiste, Christine Pires-Beaune, une questeur qui est membre des Républicains, Michel Tabarot, et moi-même qui suis membre du groupe Ensemble pour la République. Et j'ai proposé à mes collègues, à l'occasion des élections qui ont eu lieu hier, de faire un ticket commun. Et nous avons fait un ticket commun pour cette élection en nous disant que peut-être nous pouvions être un modèle de ce que je souhaite, de ce que nous souhaitons dans notre pays, à savoir de travailler beaucoup plus dans le consensus, parce que c'est ça notre problème aujourd'hui. Regardez l'Allemagne, c'est le SPD et la CDU qui gouvernent, donc les socialistes et la droite. Pourquoi est-ce que c'est possible en Allemagne? Vous me direz parce qu'ils ont un autre régime, parce qu'ils ont une autre histoire aussi que la nôtre. Mais je pense que quoi qu'il en soit, demain, si on veut s'en sortir dans notre pays, il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Voilà, donc nous essayons d'être précurseurs dans ce domaine. Le Covid dans le Rhin en 2020, nous l'avons tous vécu. J'ai pris des papiers parce que j'ai quelques dates et on voit que les choses se sont très très vite accélérées. Moi, mon premier souvenir, c'est j'étais pour une fois, c'est rare, mais j'étais pour une fois partie en week-end avec mon mari. Et le dimanche après-midi, le téléphone sonne, c'était le préfet qui m'appelait. C'était le dimanche 1er mars 2020. Et il me disait que 3 cas alors on ne parlait pas encore vraiment de Covid, mais que 3 cas quand même avaient été détectés dans le sud du département, à Ézingues. Et le préfet me disait qu'il avait très peur que ce virus se propage très vite, et c'est pour ça qu'il m'avait appelé un dimanche après-midi. Quelques jours après le 1er mars, on s'est rendu compte, après avoir interrogé ces 3 personnes, qu'elles étaient toutes au fameux rassemblement évangélique à Bourtuillère, qui avait rassemblé plus de 2000 personnes. Voilà, et c'est là qu'on s'est rendu compte que dans notre département en tout cas, tout est parti de ce rassemblement. Et puis je me souviens aussi d'un appel que je place le mardi suivant, donc vous voyez que ça allait très vite, le mardi 3 mars au soir, c'était le maire d'Andolsheim, Christian Reber, qui m'appelle pour me dire « Brigitte, je ne sais pas quoi faire, donne-moi ton avis ». J'ai l'institutrice qui est malade, on pense au Covid, j'envisage de fermer l'école, qu'est-ce que tu en penses? Et je lui ai dit, écoute, il ne faut pas hésiter, voilà, on ne sait pas ce que c'est le Covid, on ne connaît pas ce virus, mais ça a l'air quand même d'être une pandémie qui est en train de se déclarer. Et du coup, avant que le préfet ne décide de fermer les écoles, eh bien le maire d'Andolsheim a fermé son école, et je pense qu'il a bien fait. De mon côté, alors moi j'étais présidente du conseil départemental à l'époque, et ce que je constatais, c'était que d'heure en heure, et puis ensuite de minute en minute, mon agenda se vide. Il y en a sûrement beaucoup d'autres dans la salle qui ont vu ce phénomène.
Et puis j'entendais dire aussi, vous savez, c'était la campagne des élections municipales. Et puis un maire d'une ville, voilà, du Bas-Rhin, mais pas très loin de Colmar, je ne donne pas le nom, mais voilà, le maire de cette commune qui se représentait souhaitait que je vienne le vendredi soir pour une réunion électorale pour le soutenir. Et j'avais noté ça à mon agenda. Et puis la rumeur me laissait entendre que qu'ils espéraient à Célestat que je ne vienne pas ce vendredi soir parce qu'ils avaient peur que j'amène le Covid dans le Bas-Rhin et donc dans cette commune. Mais souvenez-vous, hein, c'était la réalité à ce moment-là. De toute façon, je n'ai pas eu à me décommander parce qu'effectivement, le vendredi, le préfet a pris une décision et tous les rassemblements étaient interdits. Et voilà, et cette réunion n'a pas eu lieu. L'un des premiers souvenirs que j'ai aussi encore dans ma mémoire, c'est que je suis allée dans un gros établissement à Colmar, un gros établissement qui accueille des personnes âgées. Je ne suis pas allée voir les personnes âgées, je ne me serais pas permis, parce qu'on avait tous peur que si on y allait, on y amenait le Covid, mais j'ai rencontré les médecins. Et là, l'un des médecins, gériatre, me dit « Oh, alors je reprends son expression, on saura faire, c'est une grosse grippe. » Et bien le lendemain, le médecin en question était alité, n'était pas bien du tout parce qu'il avait le Covid. Quelles ont été mes premières décisions en tant que présidente du conseil départemental? J'ai assisté, avant le fameux vendredi où le préfet a interdit tous les rassemblements, à une réunion de crise à la préfecture. Il y en avait toutes les semaines, ensuite c'était tous les jours, tous les soirs. Et cette réunion, c'était la dernière en présentiel. Et là, j'ai réclamé au préfet et aux représentants de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, des masques pour les personnels du département qui étaient en lien avec des personnes âgées ou en lien avec des enfants, donc les assistants sociaux, les infirmiers, infirmières, etc. Et je verrai toujours le délégué de l'ARS qui me répond « Madame la Présidente, vous n'aurez pas de masque parce que de toute façon, ça ne sert à rien. » Et les masques sont réservés aux hôpitaux. Donc voilà, on a vu par la suite que les masques auraient été bien utiles, mais en fait, il n'y en avait pas, et donc la priorité a été donnée aux hôpitaux. Ensuite, et là aussi, j'en ai encore la chair de poule aujourd'hui, mais vous avez tous vécu ça aussi, j'ai décidé de fermer le conseil départemental. Et là, je suis encore émue quand j'en parle. J'avais les représentants du personnel, les syndicats autour de la table. Et je leur ai dit, bon, écoutez, à midi, je ne veux voir personne dans la maison. Et d'ailleurs, à midi, j'ai fait le tour des services. Et les derniers, il y en avait un qui était encore là. Je les ai mis dehors, si je puis dire. J'aurais dit qu'il fallait absolument qu'ils quittent leur bureau. Ça a été une décision aussi, évidemment, très difficile à prendre. Du coup, j'ai essayé de montrer le bon exemple. Même si la maison était vide, je me suis dit, je vais aller travailler à la maison. Mais je vais vous dire que tous les gros dossiers sur lesquels je travaillais, le territoire de Fessenheim pour lequel il fallait trouver des entreprises à implanter, je vois des représentants du Rotary aussi qui sont très attachés à la liaison ferroviaire entre Colmar et Fribourg. Enfin, tous les dossiers, je les avais laissés, mis de côté. Et vraiment, 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 mon seul objectif était de sauver des vies. Ça a l'air prétentieux de dire cela, surtout lorsqu'on est élu et qu'on n'est pas un médecin, mais voilà, mon objectif a été vraiment de sauver des vies dans notre département. Rappelez-vous aussi, fermeture des frontières, le 11 mars. Moi, j'en ai pleuré, parce que nos grands-parents, voire nos arrière-grands-parents, pour les plus jeunes d'entre nous, s'étaient battus pour la réconciliation entre la France et l'Allemagne, pour l'ouverture des frontières, et là nos frontières étaient fermées, et vous savez que ça a été très compliqué pour bon nombre de travailleurs frontaliers. Donc je vous le disais, nous manquions de matériel, on s'en souvient tous, on manquait de masques, on manquait de gel, etc. Et là j'ai décidé d'ouvrir un drive au sous-sol, au parking de ce qui était à l'époque l'hôtel du département, ce qui est maintenant le siège de la CEA, à Colmar, avenue d'Alsace, pour tous les professionnels qui travaillaient dans des EHPAD
et les professionnels du département qui étaient au contact, voilà, du fait de leur activité, comme dit, avec des personnes fragiles. Et là, j'ai demandé, j'ai même harcelé mes collègues présidents de conseils départementaux du reste de la France pour qu'ils m'envoient du gel. Et juste 2 petites anecdotes. La première, le président du territoire de Belfort m'a dit « Écoute Brigitte, je t'envoie des masques, mais surtout tu n'en parles à personne, parce qu'on sait que cette pandémie va nous affecter aussi, et si on n'a pas assez de masques et qu'on sait que je t'en ai donné, ben je vais avoir des problèmes. Maintenant je peux le dire, mais voilà, c'est pour se remettre dans l'ambiance de l'époque. Autre exemple, là c'est plutôt un exemple rigolo, le président du conseil départemental du Gers, qui d'ailleurs n'était absolument pas de la même obédience politique que moi, m'a envoyé du gel, et lorsqu'on a ouvert ce gel, il y avait un petit fond d'Armagnac dans ce gel, donc moi j'en ai gardé un pour moi parce que je le trouvais plutôt sympa. On sait aussi, avec le maire de Breisach par exemple, ou les Allemands, on sait échanger des produits sur le pont du Rhin à Breisach. Alors je ne sais plus nous donner du gel et nous des masques, enfin voilà. Et je n'oublierai jamais, jamais non plus Europa Park, qui nous a livré tous ces ponchos. Ils ont des ponchos qui vendent lorsqu'il pleut à Europa Park. Eh bien 70 000 ponchos, tout leur stock est venu chez nous. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on avait besoin de blouses. Vous vous souvenez que le personnel soignant au contact du Covid, c'était des cosmonautes. Eh bien les blouses d'Europa Park ont servi à ça. Pour dire qu'il y a une grande, grande solidarité. Et c'est vraiment, vraiment ça que je retiens. Voilà, je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai fait, je passe très vite, une cellule psychologique aussi pour le personnel des EHPAD, parce que c'était terrible pour le personnel des EHPAD. Dans notre département, donc au printemps 2020, ce sont plus de 3000 personnes qui sont décédées, plus de 3000, à peu près la moitié, donc 1500 dans les EHPAD, et l'autre moitié dans nos hôpitaux. Et souvenez-vous, on n'avait pas le droit d'accéder aux EHPAD, et ces personnes sont mortes malheureusement toutes seules. Alors j'avais aussi lancé une initiative pour éviter que ces personnes âgées dans les EHPAD ne meurent de solitude. Parce qu'on peut se le dire aujourd'hui, il y en a qui sont mortes du Covid, mais il y en a aussi quelques-unes qui sont mortes du fait de la solitude. Et alors j'ai lancé une expérimentation. Alors j'avais des scientifiques à mes côtés, des médecins, c'était pas le professeur Raoult d'ailleurs, des médecins alsaciens, de mettre en place des tests sérologiques dans les EHPAD. Et quand j'ai dit, voilà, je vais lancer cette expérience pour 10 EHPAD. Je ne peux pas vous dire le nombre de directeurs d'EHPAD qui m'ont appelé, supplié, parfois pleurer en téléphone, pour être dans les 10 EHPAD qui pourraient faire cette expérimentation. Donc on a choisi 10 EHPAD, parce que l'idée des tests sérologiques, avec ces tests, on savait qui avait fait le Covid. Et donc, voilà, mon idée, je ne sais pas si elle était bonne, mais à mon avis, elle était bonne, c'est de mettre ces personnes âgées qui avaient fait le Covid, de nouveau de leur donner un peu de vie sociale, qu'elles puissent se retrouver entre elles, et celles qui ne l'avaient pas fait, eh bien qu'elles se retrouvent aussi entre elles. Elles n'avaient pas fait le Covid, elles n'avaient pas fait le Covid, quoi. Et en fait, tous les personnels de ces 10 EHPAD ont fait ces tests aussi, et les directeurs étaient très heureux. Sauf que, à peine j'avais lancé cette expérimentation, comme par hasard, il y a eu une décision de la haute autorité de santé pour dire que c'était absolument interdit, voire c'était tout juste si j'étais pas une criminelle parce que j'avais fait ça. Voilà. Du coup, mes personnels m'ont dit voilà, il vaut mieux que vous arrêtiez. Je vous assure, les directeurs d'EHPAD continuent à m'appeler. On veut nous aussi faire ces tests. J'aurais dit écoutez, c'est simple. Moi, je ne vais pas en prendre la responsabilité, mais vous pouvez, moyennant même pas 20 € par test, eh bien, poursuivre ces tests dans les EHPAD, et certains l'ont fait. Ensuite, encore 2 ou 3 petits épisodes qui m'ont beaucoup marqué. Ensuite, comme nous manquions de masques, j'ai pris l'initiative d'en faire, je veux dire d'en faire imprimer, d'en faire fabriquer un masque par Orinois. Donc ça faisait 700 000 masques.
C'était très 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 compliqué de trouver des entreprises susceptibles de le faire. On a beaucoup galéré, on a fini par réussir. Et le patron, le colonel du 15-2, du régiment du 15-2, m'a proposé d'aller les amener dans les différentes communes, pas à chaque personne, mais dans les mairies. Et avec le RMT, ce que nous avons fait. Et maintenant, on peut se le dire, le patron du 15-2, quelques jours après m'avoir fait cette proposition, me rappelle en me disant « Écoute, Brigitte, il faut que tu saches, on va le faire. T'en fais pas, on va le faire. Mais on a eu pour instruction de t'envoyer une facture pour la distribution de ces masques, mais on va pas te faire payer et on t'enverra pas la facture, mais sache qu'on a eu l'instruction de te faire payer. » On se dit, on était en guerre hein, dans le Haut-Rhin, souvenez-vous, voilà. Mais j'ai pas eu la facture in fine. J'ai aussi pris l'initiative, nous avions des tablettes au conseil départemental ou des ordinateurs qu'on n'utilisait plus. On les a tout de suite distribués, je suis là aussi émue quand je le dis, à des enfants qui n'avaient pas à la maison de tablettes ou d'ordinateurs. Je ne les ai pas distribués moi-même, mais les personnels qui l'ont fait m'ont dit que les parents et les jeunes étaient très très touchés parce que ça permettait aux jeunes de poursuivre leurs cours avec leurs tablettes et leurs ordinateurs. Mais l'épisode qui m'a le plus marqué est le suivant. Le vendredi 20 mars après-midi ou à midi, je me disais on ne va jamais s'en sortir. Il avait été décidé d'implanter un hôpital militaire de campagne à Mulhouse qui n'en finissait pas de se monter. Souvenez-vous, tous les hélicoptères qui partaient avec des patients qui étaient en réanimation, hein, c'était des cas lourds, les avions qui partaient, les TGV qui partaient à l'autre bout de la France. Et là, je me suis dit, et je me tourne vers mes amis qui sont, comme moi, férus du franco-allemand, je me suis dit, mais c'est pas possible. On envoie ces personnes qui sont malades, qui sont gravement atteints à l'autre bout de la France, alors qu'à côté de chez nous, il y a des hôpitaux. Il y en a à Fribourg, il y en a à Kehl, il y en a à Lörrach, il y en a à Bâle. Et je me suis dit, allez, on va tenter le tout pour le tout. J'ai envoyé un mail au président du Land de Bade-Wurtemberg, que je connaissais un petit peu, et j'ai envoyé des mails au président des cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et du Jura. Et je les ai appelés à l'aide. Je me suis dit que j'aurais sûrement une réponse négative. Voilà, je vous fais patienter un petit peu sur la réponse. À peine j'avais envoyé ce mail, mais c'était le hasard. Le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, m'appelle. Mais c'était le hasard, hein. Il faisait un peu la tournée, il m'a d'abord demandé comment ça se passait. Moi, je lui ai dit que ça se passait très mal. Ce que l'État aurait pu faire de mieux. Je lui ai dit aussi ce que l'État aurait pu faire de mieux. Et je lui ai dit, ben voilà, je viens d'appeler à l'aide nos voisins allemands et suisses. Ah, il y a eu un blanc. Et il m'a dit, tu as bien fait. Et de nouveau un blanc. Et les Suisses aussi. Je lui ai dit, bah oui, Bâle est à côté de Mulhouse et on a besoin de lits un peu partout. Ah ben, tu as bien fait. Et le soir, je rentre chez moi, parce que là, j'étais quand même à mon bureau avec un collaborateur. Je rentre chez moi et j'ai un coup de fil vers... Il y a des choses qui vous marquent tellement que je me souviens encore des horaires, vers 18h30. Et la présidente de Bâle-Ville m'appelle et me dit, elle était très émue, elle me dit, Brigitte, on a eu ton appel à l'aide. Et on en a discuté avec le président de Bâle-Campagne. On va répondre positivement. On ne va pas mettre beaucoup de lits à votre disposition, mais on va en mettre à disposition. Simplement, il faut encore qu'on ait la validation de Berne. Donc je l'ai supplié pour qu'on ait la validation de Berne le lendemain, si possible. Je vais me coucher le lendemain matin, quand je me lève, j'allume mon ordinateur. Je faisais plus que ça, hein. Mon mari devait m'appeler le midi pour que je mange, le soir pareil. Voilà, je vous le redis, mon seul objectif, c'était de sauver des vies. Et le matin, j'avais un mail du Land de Bade-Wurtemberg, tout à fait à l'allemande, qui me disait, voilà, on a bien entendu votre appel à l'aide et on va y répondre. Voici la liste des hôpitaux, les noms des médecins, le nombre de lits par hôpital, le téléphone et le mail. Charge à vous maintenant de les contacter. Et du coup, j'ai appelé le préfet, et le préfet me dit, bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, je vais les appeler, parce que ça aura beaucoup plus de poids si moi je le fais,
Et puis en plus, je parle allemand, que si je demande à un collaborateur. Et donc j'ai passé une bonne partie de mon samedi à appeler tous les hôpitaux, parce que bon, ça ne répondait pas forcément tout de suite la première fois. Et l'après-midi même, mais ça je l'ai su par la suite, à 15h, le samedi 22 mars à 15h, et là, excusez-moi, je suis émue quand j'en parle, le premier hélicoptère est parti de Colmar pour Fribourg. Voilà. Et c'était le premier, mais beaucoup ont suivi. Et clairement, cette coopération franco-allemande a permis de sauver des vies. Peut-être, alors une petite anecdote que je trouve sympa. Il se trouve, je ne le savais pas, que l'une de ces premières personnes qui a été transférée était le jardinier de la préfecture. Mais je ne savais pas, évidemment, et personne ne le savait, mais je l'ai appris par la suite. Et figurez-vous, il était très mal quand il est parti. Il a été hospitalisé à Ulm, à l'hôpital militaire. Et figurez-vous qu'il est revenu à Colmar dans la voiture officielle du général qui commande l'hôpital de Ulm, avec le chauffeur du général. Je trouvais ça juste aussi extraordinaire. Et quelque temps après, la femme de ce monsieur, de ce jardinier de la préfecture, m'appelle pour me supplier en me disant que son frère, alors ils habitaient les Vosges, le frère habitait les Vosges, et elle me suppliait pour que son frère, qui venait de contracter le Covid et qui devait être hospitalisé à Colmar, qu'il puisse aller à l'hôpital militaire de Ulm. Ça s'était tellement bien passé pour son mari qu'elle souhaitait la même chose pour son frère. Voilà, je trouvais ça plutôt sympathique. Et, voilà. Et puis peut-être encore un dernier mot, parce qu'ensuite, et j'imagine, on ne me l'a jamais dit, mais j'imagine que c'est suite à cette action que j'ai été nommée au gouvernement en début juillet 2020. En fait, il faut se dire les choses, et je l'ai dit à Paris aussi. À Paris, ils n'avaient pas compris ce qui se passait chez nous. Tout simplement parce que nous avons été les premiers à être touchés et que le Covid à Paris ou dans le centre de la France, c'était pas du tout ce que nous avons connu ici, chez nous. Et alors, je n'en veux, et je ne jette pas la pierre. Hein. Nous aussi, je vous dis, au début, même un médecin me dit « Ah oui, c'est une petite grippe ou c'est une grippe un peu grave, mais on sait faire. » Voilà. C'est aussi le doyen de la faculté de médecine de Strasbourg qui m'a dit « On ne connaissait pas ce virus. » Et du coup, on avançait pas à pas comme on pouvait. Et le gouvernement, moi qui étais ensuite au gouvernement et du coup dans les réunions de crise, on n'en savait pas plus que n'importe quel citoyen français. Donc c'était très très difficile de prendre les décisions. Et je me souviens qu'un soir, j'avais appelé notre préfet. D'ailleurs, nous sommes restés très liés parce que lorsqu'on vit des moments forts comme ça crée des liens. J'ai appelé notre préfet et je lui ai dit « Monsieur le préfet, je me sens seul. » Et le préfet m'a répondu « Madame la Présidente, moi aussi. » Sur ce, le mot d'ordre qui était le mien pendant toute cette période, et je pense que s'il y avait des périodes difficiles, ça serait de nouveau ce mot d'ordre-là, c'était « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et moi, c'est aussi le petit message que je souhaitais vous passer. Voilà, il ne faut pas forcément tout attendre d'ailleurs, et notamment de l'État, mais c'est chacune et chacun d'entre vous qui permet à notre pays d'avancer. Donc merci de m'avoir écouté, et puis je vais rester un petit moment avec vous pour échanger et répondre à toutes vos questions. Bravo aussi à vous pour ce que vous faites, parce que je sais combien les fonctions qui sont les vôtres ne sont pas toujours simples. Et je redis, je suis très heureuse d'être ici, dans une entreprise chez DS, parce que je trouve aussi que les élus, ce qu'on appelle les politiques et les chefs d'entreprise ne se rencontrent pas assez. Ben pour moi, c'est une occasion ce soir. Merci à toi, cher Jean-Pierre, de l'avoir provoqué. Merci Brigitte, c'est toujours passionnant de t'écouter sur cette période-là. Je pense que tu as fait preuve de beaucoup de courage, beaucoup d'initiative, et ça n'a pas dû être simple pour toi, et je pense que tous les Haut-Rhinois peuvent en être reconnaissants. Je pense qu'on peut encore l'applaudir.
Alors moi, j'ai une proposition à te faire pour une prochaine fois. Tu as commencé à dire qu'effectivement tu es devenu ministre. Moi, j'aimerais bien savoir un jour comment on devient ministre, même si tu ne sais pas forcément dans quelles circonstances c'est arrivé, mais tu pourras nous expliquer comment on est appelé pour nous dire est-ce que vous voulez être ministre et comment ça se passe par la suite. Avec grand plaisir. Merci. Écoutez, Brigitte est là encore un petit bout de temps pour échanger avec vous. N'hésitez pas à aller lui parler. Marie est là également pour l'IA, donc n'hésitez pas. Vous avez les gens de chez DS qui sont à votre disposition. Et si vous avez des recherches en immobilier, Sébastien, Gaëtan et moi-même, nous sommes à votre disposition. Passez une excellente soirée, le buffet va arriver.